Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. 15 jours après le Prix de Monaco, la Principauté s'apprête à vivre au rythme des anciennes mécaniques. C'est demain que débute le 13e Grand Prix de Monaco historique avec les essais libres. Mais avant cela, nous avons assisté au dernier contrôle technique des voitures. Reportage à suivre dans quelques instants. Moment privilégié pour les jeunes de l'école de football de l'AS Monaco qui ont pu partager un instant avec deux joueurs du club de la Principauté, Sofiane Diop et Youssouf Fofana. Puis nous prendrons la direction de Paris où le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre vient de se réunir pour notamment sélectionner les nommés pour le prix littéraire de cette année. La rencontre des sites historiques fait son grand retour les 4 et 5 juin prochains. 2 journées placées sous le signe de l'histoire et de l'amitié qui mettront à l'honneur 3 départements liés au Grimaldi. Nous en parlerons avec l'organisateur de cet événement, Albert Croesi. Et enfin, la mer du Nord et l'océan Arctique au cœur d'un séminaire au musée océanographique. Un reportage à suivre à la fin de ce JT. Mais avant de développer ces titres, à compter de demain, vendredi 13 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos en Principauté. Il demeure cependant recommandé pour les personnes à risque ou lors de grands rassemblements. Le port du masque reste cependant obligatoire dans les transports en commun, les taxis, ainsi que dans les établissements de santé et les maisons de retraite. L'actualité, c'est également cet événement très apprécié par les passionnés de belle mécanique. Le Grand Prix de Monaco historique débute demain. Toutes les voitures en compétition sont arrivées en Principauté. Avant de prendre le départ de cette épreuve mythique, elles ont dû se plier aux vérifications administratives et techniques. Explication dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est un sésame indispensable pour les équipages. Les vérifications administratives et techniques représentent les 2 étapes ultimes avant de prendre le départ du Grand Prix historique de Monaco. Près de 180 pilotes sont engagés et tous devront passer devant la commission technique. Les concurrents qui doivent avoir une licence pour conduire les voitures, il faut qu'ils aient un palmarès. C'est pour voir si la voiture est conforme à ce qui a été décrit sur le passeport technique historique. Si la voiture n'est pas conforme, on ne la prend pas. Quand vous venez de l'autre bout du monde et puis que la voiture, on vous dit elle n'est pas bonne, ils le savent à l'avance ce qui ne va pas. Les concurrents, on refuse très peu de voitures. Toute la journée de jeudi, les amateurs de belle mécanique ont pu assister à un ballet de commissaires techniques autour des voitures. Les différents points de contrôle permettent à l'Automobile Club de constater la bonne conformité des autos. On fait des vérifications techniques et administratives, donc la conformité du véhicule avec son passeport technique, le référencement des pièces et donc tout ce qui est arceau, donc tout ce qui est éléments de sécurité, éléments de freinage, donc que le véhicule soit en bonne condition pour effectuer la course de ce week-end. D'ici la mise en grille, ils peuvent effectuer des changements. Souvent, les changements les plus fréquents, c'est tout ce qui est norme au niveau des extincteurs. Comme les véhicules n'ont pas forcément couru récemment avec donc la crise sanitaire, ça peut arriver que les extincteurs ne soient plus conformes parce qu'ils n'ont pas effectué les vérifications nécessaires. Les vérifications administratives et techniques se sont déroulées sans problème majeur. Toutes les voitures prendront bien le départ de ce 13e Grand Prix historique. Et ce 13e Grand Prix historique, vous pourrez le suivre en direct sur Monaco Info, comme nous l'explique Julia Vial. Bonsoir Julia, quel sera le programme sur notre antenne? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. 2 journées entières de course à retrouver effectivement en direct sur votre antenne. Le samedi 14 mai de 8h10 à 12h45, puis de 14h25 à 17h. Le dimanche, il faudra être matinal. Le départ se fera à 7h50, toujours à suivre en direct sur Monaco Info jusqu'à 13h10. Pour les grandes finales, vous retrouverez les commentaires de Frédéric Elion et de Franck Phillips de 14h20 à 17h45 environ. Ne ratez pas ce week-end consacré aux voitures historiques. Et en raison du Grand Prix historique, cette information pratique communiquée par la Poste de Monaco, le départ du courrier et des colis sera modifié demain et samedi, Julia. En effet, Émilie, à ces dates, les heures limites de dépôt du courrier seront différentes. Le vendredi 13 mai, les relevages des boîtes aux lettres situées sur la voie publique débuteront à 5h et à 13h30. L'heure limite de dépôt du courrier et des colis dans les bureaux de poste est-elle fixée à 15h15. Concernant le samedi 14 mai, le relevage des boîtes aux lettres se fera à 5h. L'heure limite de dépôt du courrier et des colis dans les bureaux de poste est fixée à 11h cette fois-ci. Les boîtes aux lettres
situés sur le circuit ne seront cependant pas relevés à ces dates. Prenez donc vos dispositions si vous vivez dans ce secteur-là. Un mot de rugby à présent. Les 16e de finale de la Coupe de France ont lieu ce week-end. Ce dimanche 15 mai à 15h précisément, Émilie, au stade Prince Héréditaire Jacques à Beau-Soleil. Les supporters de l'ASM Rugby pourront venir supporter leur équipe qui affrontera pour ses phases finales le 15 de la Dombe. L'occasion pour Monaco de continuer à écrire l'histoire du club. Autre rencontre, celle de l'AS Monaco qui reçoit Brest samedi à 21h, le dernier match de la saison au stade Louis II. Les supporters monégasques vont en effet pouvoir soutenir les Rouges et Blancs une dernière fois à domicile cette saison. L'AS Monaco va se mesurer au stade brestois lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Cet après-midi ont eu lieu les traditionnelles conférences de presse d'avant-match à propos justement de cette fin de saison, Émilie. On est dans le sprint final. C'est sûr que voilà, on a envie de jouer la Champions League, on a envie d'aller le plus haut possible. Maintenant, il nous reste encore 2 matchs. On voit que le championnat est assez serré, assez difficile. Beaucoup de bonnes équipes sont présentes aussi. Donc, comme j'ai dit, l'idée, ce sera de se focaliser sur nous et pas autre chose. L'AS Monaco, 3e au classement général de la Ligue 1, va-t-elle conserver sa place sur le podium? La réponse ce samedi 14 mai à 21h face à Brest. Et du football, on passe au basket avec les performances de Mike James et d'Alpha Diallo. Salut! Après le décompte des votes par les médias, les fans, les capitaines et entraîneurs des équipes de l'Euroleague, les résultats ont été dévoilés aujourd'hui, Émilie, et Mike James fait effectivement partie du 5 majeur de l'équipe type de l'Euroleague pour la saison 2021-2022. Pour James, vainqueur du trophée du meilleur buteur Alfonso Ford 2018-2019, il s'agit de sa 2e distinction All-Euroleague. Pour Alpha Diallo, il fait partie des finalistes des trophées LNB en Betclic Elite dans la catégorie des meilleurs défenseurs de la saison. Les lauréats seront dévoilés lors d'une émission spéciale LNB Extra sur beIN Sport le mercredi 18 mai à 19h. Et restons dans le sport avec ce moment privilégié qu'ont vécu hier les jeunes de l'école de football de l'AS Monaco. Ils ont eu la chance de pouvoir passer du temps avec 2 joueurs de l'effectif professionnel, Youssouf Fofana et Sofiane Diop. Frédéric Elion et Horacio Gagino étaient sur place à la Turbie. Regardez. En plein sprint final pour la Ligue des Champions, l'AS Monaco n'oublie pas ses supporters, et notamment les plus jeunes. À quelques jours du match capital contre Brest, Youssouf Fofana et Sofiane Diop sont allés à la Turbie pour participer à l'entraînement des U6, U7 et U8 du club. Au programme, plusieurs exercices, 1 contre 1, dribble, frappe ou 1-2. C'est les supporters de demain, hein. Voilà, on prend le temps, ça nous fait plaisir voilà, en ce moment où c'est un peu, on va dire, charnière dans la saison, mais non, un peu de bonheur avec les enfants, ça fait toujours du bien. Ça fait plaisir d'avoir un petit temps, un petit échange avec eux. On prend aussi du plaisir, on a été jeunes et on sait ce que ça fait, donc ouais, ça fait du bien. On voit que ça chambre toujours autant. Hein. Ouais, toujours, hein. On essaye, même les jeunes, on essaye de les mettre dans le chambrage, plus tard ils auront affaire à ça, donc on essaye de les rôder au maximum possible. Comme des gamins, les 2 joueurs monégasques se sont affrontés sur un concours de passes décisives avec un peu de mauvaise foi pour élire le vainqueur. Ça fait une passe D pour moi. Je pense que c'est moi qui ai gagné, hein. Ouais, vu mon toucher de balle, il ne pouvait rien faire contre. Je pense que j'ai gagné au la main. T'es prêt? Youssouf Fofana et Sofiane Diop sont restés plus d'1 heure au contact des enfants, ravis de pouvoir s'entraîner et discuter avec leur idole. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs pros qui sont venus pour faire des entraînements avec nous et on doit leur poser des questions. C'était comment? Explique-moi. Trop bien. On a parlé avec eux, on a joué avec eux, on a fait des tirs avec eux et là on va demander des questions d'eux. Ça fait quoi de pouvoir t'entraîner avec tes amis, avec 2 joueurs pros? J'ai bien aimé et j'aimais beaucoup et c'était trop bien. L'entraînement s'est terminé par une séance de dédicaces et de photos afin d'immortaliser ce moment magique.
Un moment en effet inoubliable pour ces jeunes footballeurs en herbe. Direction Paris à présent, où le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre vient de se réunir. En présence de la présidente de la Fondation, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, ce conseil avait pour objectif de sélectionner les nommés pour le prix littéraire 2022, mais pas seulement. Le reportage sur place de Sandrine Nègre et d'Alexandra Marangoni. Les membres du Conseil se réunissent toujours en mai afin d'établir la liste des auteurs sélectionnés pour ce prix littéraire qui sera remis à Monaco au début de l'automne. Autour de Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, plusieurs écrivains de l'Académie française et de l'Académie Goncourt notamment. Ils arrivent à sortir une liste qui est à la fois l'essence des débats et quelque chose qui reste ouvert. C'est une première sélection, donc il est important qu'il soit équilibré et ouvert. On a Michel del Castillo, on a Louis-Philippe d'Alembert, on a Dominique Fortier, je vous les donne dans le désordre, Hélène Lafont et Vénus Kurigata. On fait très attention à cela, de ne pas être dans le franco-français, même si le franco-français n'existe pas. On fait très attention à tous ces liens de la Méditerranée qui nous touchent beaucoup. Le côté très franco-italien, le côté franco-espagnol, voilà, on est très attachés et puis on parle de francophonie. Et la création littéraire est aussi encouragée à travers la bourse de la découverte. 5 auteurs sont en lice. Sophie Delassin pour Le Dernier Testament, Ève-Marie Desplaces, La Récitante, Thomas Louis, Les Chiens de Faïence, François Noudelman pour Les Enfants de Cadillac et Stéphanie de Saint-Marc, Une vie de rêve. Un premier roman, c'est très important parce que c'est comme un acte de naissance. C'est comme une carte de visite, c'est comme une signature, c'est-à-dire que quelqu'un entre dans l'arène littéraire et au fond la meilleure façon d'y entrer, c'est de se distinguer par un style. Et puis c'est toujours assez gratifiant pour nous que finalement de repérer ce qui peut donner ou offrir l'avenir de la littérature. Donc c'est aussi là aussi une marque de pérennité avec un espoir qui est placé dans la jeunesse. Et ce conseil littéraire s'est réuni au Ritz, place Vendôme, un lieu réputé pour son cadre prestigieux bien évidemment, mais il est aussi étroitement lié au monde de la littérature à travers Marcel Proust. Plusieurs personnages dans À la recherche du temps perdu auraient été inspirés par des personnes rencontrées ici, au Ritz. Prochain rendez-vous d'ailleurs dans l'agenda de la Fondation Prince-Pierre début juin à Monaco. Les auteurs en lice pour le coup de cœur des lycéens viendront rencontrer les élèves qui ont lu leurs ouvrages. Autre rendez-vous qui aura lieu également en juin, la rencontre des sites historiques. L'événement met en valeur les communes françaises ou italiennes liées historiquement à la famille Grimaldi. Les 4 et 5 juin prochains, 3 sites seront mis à l'honneur sur le Rocher. Pour en parler, nous sommes avec l'organisateur de cette rencontre. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Émilie. Alors quels seront les départements mis en avant début juin sur la place du Palais Princier pour cette 3e édition? Alors cette année, nous aurons le département de la Manche qui va nous visiter. Nous avons le département du Territoire de Belfort et certaines communes du département des Alpes-Maritimes. Comment se fait le choix des sites mis à l'honneur, Albert? Parce que l'on dénombre plus d'une centaine de communes liées historiquement au Grimaldi. Oui, absolument. Alors là, c'est un choix qui appartient pleinement au prince souverain. Et d'année en année, il me propose d'inviter tel ou tel département ou tel site historique. Comment vont se dérouler ces 2 jours des rencontres des sites historiques Grimaldi? Quel sera le programme? Alors cette année, ça va être encore une fois très festif. Nous avons un événement un petit peu ce que j'appelle l'événement phare. Ça sera la venue des chevaux des haras nationaux de Saint-Lô. Et le public pourra faire des promenades en calèche tout autour du rocher de Monaco-Ville. Ensuite, il y a beaucoup d'exposants, d'artisans qui vont faire preuve de leur savoir-faire. Nous avons un marquetier, nous avons des vanneries, nous avons des maîtres verriers. Il y a également beaucoup de stands alimentaires. Nous allons déguster des spécialités de la Manche, des spécialités de Belfort. Donc ça va être une fois encore très festif. Oui, c'est un moment vraiment de découverte et de convivialité. Hein.
Oui, c'est ce que l'on appelle très simplement la bonne fête populaire dans le bon sens du terme, mais je crois que c'est ce que l'on aime. On va retrouver Monaco tel qu'il est, des gens simples, des gens curieux, et le public va pouvoir aussi s'intéresser et comprendre pourquoi telle ou telle ville est appelée, entre guillemets, on va dire, ancien fief des Grimaldi. Oui, c'est l'occasion aussi de découvrir des lieux dont on ne soupçonnerait pas qu'ils aient des liens avec Monaco, hein. Absolument, c'est très souvent des grandes surprises et c'est plaisant à découvrir. Oui, c'est toujours intéressant de découvrir la culture de communes qui sont liées avec les Grimaldi. Oui, c'est intéressant de découvrir l'artisanat, mais c'est également pour eux un petit office du tourisme déporté sur la place du Palais. Donc je m'entends, ce sont des rencontres qui vont à double sens. Pour Monaco, eh bien ma foi, ça fait parler de la principauté, c'est un petit peu des sites qui sont... Par exemple, nous allons apposer sur les sites historiques des plaques d'entrée de ville qui matérialisent, qui indiquent bien une ville ancien fief et ça sert à la commune puisque Monaco est vendeur. Et puis nous sommes contents de le voir ici en principauté et de découvrir quelles sont leurs spécificités. Et au-delà de ces rencontres, le prince Albert II prend plaisir depuis plusieurs années déjà à se rendre dans les lieux qui ont une ou plusieurs pages d'histoire commune avec les Grimaldi. Nous l'avions d'ailleurs suivi dans les Pouilles dernièrement. Oui, puisque très récemment a été créée l'association italienne des sites historiques Grimaldi de Monaco. Nous connaissions l'association française qui a été initiée par M. Guibal en 2015. Et là, maintenant, nous avons l'association italienne des sites historiques, ce qui a donné lieu dernièrement aux visites qu'a fait le souverain dans cette région des Pouilles. Et c'est toujours important de conserver ces liens, de les entretenir au-delà de ces rencontres. Oui, d'autant plus que c'est toujours dans la convivialité. Merci infiniment Albert Croesi. On rappelle le rendez-vous donc des rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Avec plaisir, donc ça sera les samedis 4 et dimanche 5 juin. Et bien évidemment, cette année encore, le samedi 4 au soir à 22 h, nous allons projeter un joli spectacle son et lumière sur les façades du palais. Je pense que les deux premiers avaient beaucoup plu au public. Cette année, nous avons changé le réalisateur. Ça sera une autre présentation, donc beaucoup de curiosité là encore. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci infiniment Albert Croesi d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie, bonne soirée, merci. Parlons environnement à présent avec ce séminaire scientifique dédié à la mer du Nord et l'océan Arctique organisé hier au musée océanographique. Les intervenants spécialisés dans le domaine ont présenté les différentes initiatives visant à préserver les richesses des écosystèmes de cette région du globe. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Considérée comme marginale, la mer du Nord s'étend à près de 575 km². Elle relie de nombreux pays avec son voisin proche, l'océan Arctique. Elle abonde d'une extraordinaire richesse. C'est aussi l'une des régions les plus actives du monde pour l'industrie maritime. Un séminaire était organisé afin de dépasser les frontières et de fournir une synergie entre la mer du Nord et la Méditerranée. Depuis deux mois maintenant, nous accueillons l'exposition Northbound en direction du Nord, qui est un avant-propos de notre prochaine expédition Mission Polaire, expédition et exposition. Et nous avons, à l'occasion de cette exposition organisée par le Museum Kust der Westküste, organisé ce séminaire. L'objet de ce séminaire est de traiter de la mer du Nord. Nous avons invité des grands professeurs, des grands spécialistes, des grands entrepreneurs qui vont nous montrer les projets qui ont été mis en place dans la mer du Nord pour un développement d'une économie bleue respectueuse de l'environnement, avec l'idée en tête de nous inspirer pour la Méditerranée, pour les autres mers du globe. Les intervenants ont donc présenté des solutions et des initiatives visant à préserver la richesse des écosystèmes de la mer du Nord et du Proche Arctique en réponse aux défis climatiques. Ce qui est paradoxal, c'est que pour les problèmes qu'on a, il y a des solutions. Et les solutions ont besoin d'un énorme effort. Cet effort-là peut qu'être sur un niveau international. C'est très important, c'est l'interaction entre les champs pour qu'on puisse mettre les décideurs ensemble pour qu'ils puissent avoir un projet commun.
Ce séminaire était animé par Laïla Gandhi, journaliste primée engagée, exploratrice et réalisatrice de films documentaires dédiés à l'environnement. Eux aussi s'impliquent dans la protection de l'environnement, mais d'une manière différente, par la sensibilisation et la communication. La 6e édition de l'Urban Painting Around the World vient d'être dévoilée à la presse ce matin. Et il y a des nouveautés cette année, Julia. L'UPAO revient en effet en principauté, mais change d'identité et de lieu. C'est sur les terrasses du casino que le village de street art va s'installer pour 4 jours de festival. UPAO change aussi de nom et devient YouPaint, afin tout simplement de mieux représenter la rencontre entre les artistes et le public. Du 17 au 20 juin, 14 artistes de renommée mondiale vont donc présenter leurs œuvres. À savoir également, Émilie, que le Junior Challenge sera de retour. Les jeunes talents des écoles monégasques pourront ainsi graffer auprès des artistes. Pour cette édition 2022, c'est le projet Human with Life Initiative de la Fondation Prince Albert II qui sera soutenu. Ces 4 jours d'expérience unique se termineront d'ailleurs avec la vente aux enchères des œuvres par Art Curial sur place, mais aussi pour la première fois en ligne pour les collectionneurs à distance. Et puis cette information que vous teniez à nous partager, Julia, sur la journée Portes Ouvertes organisée par l'AMAPI. Elle aura lieu cette journée le 19 mai et l'AMAPI accueillera du public dès 9 h. Les bénéficiaires profiteront de cette journée pour présenter leurs créations et confections réalisées avec enthousiasme. Des idées cadeaux vous attendent ainsi pour les futures fêtes des mères et pères, qui sait. Ce 19 mai permettra aussi de présenter l'émission de l'AMAPI, créée dans les années 60 pour apporter une aide aux personnes en situation de handicap mental ainsi qu'à leur famille, Émilie. Oui, une association créée par Mireille et Christian Calme. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Julia ? Eh bien, il fera un peu moins beau qu'aujourd'hui, Émilie, mais pas de panique, la journée sera tout de même agréable, notamment ce vendredi matin avec un grand soleil attendu sur la principauté. Ça se gâtera un peu lors de l'après-midi avec des nuages qui feront leur apparition. Concernant les températures, elles seront comprises entre 16 et 22 degrés. Demain sera la Sainte-Roland, d'Émilie. Oui, et pour les superstitieux, nous serons demain le vendredi 13. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et ce beau moment de partage entre les jeunes de l'école de football de l'AS Monaco et 2 joueurs de l'effectif professionnel, Sofiane Diop et Youssouf Fofana. L'AS Monaco qui, je vous le rappelle, jouera son dernier match à domicile de la saison samedi à 21 h avec la réception de Brest. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.